Une vidéo précédente faisait le parallèle entre Youssef Hindi et Aïssam Haïti Yahya des éditions Nawa. Le premier étant un progressiste loyaliste et le second un conservateur non loyaliste, les deux ayant pour point commun qu'ils sont anti-système, ce qui est paradoxal pour le premier, même si éventuellement on pourrait l'expliquer. Aujourd'hui, il sera intéressant, pour pousser l'analyse, de faire un autre parallèle avec l'un des deux auteurs concernés, et qui n'est autre que Youssef Hindi, à qui on oppose Éric Zemmour. Et pour comprendre la relation qu'il y a entre les deux, j'aimerais faire état d'une vieille analyse que j'avais soulevée par le passé également, et qui est empruntée à Stahel, un sociologue allemand, qui était influencé par Max Weber, et qui lui, il expliquait, il mettait en avant les profils des catholiques post-révolution française, donc suite au traumatisme de la Révolution, ce qui est paradoxal d'ailleurs avec les velléités dernières de notre ami Zemmour, qui réclame un ralliement entre les Lumières et l'Église, ce qui est complètement paradoxal, ou en tout cas ou les catholiques. Eh bien, ces mêmes catholiques avaient subi un fort traumatisme à la suite de la Révolution française, puisque par définition, elle se soulevait contre l'Ancien Régime et l'Église. Et ils notent 3 réactions face à cet événement majeur dans l'histoire moderne et contemporaine. La première est celle des messianistes, forts de leur religiosité, mais qui n'ont pas qui ne font partie ni de l'aristocratie profane, ni de l'autorité sacerdotale et religieuse, et qui bien sûr ont moins à perdre que les deux autres ensembles que je vais citer, et qui se fondent, ou qui se font l'écho d'un messianisme, et qui donc se projettent dans l'avenir, faute d'avoir un projet au temps présent. Il y a seconde catégorie qui sont les sacerdotaux, qui est l'aristocratie ou l'autorité religieuse, et qui, eux, ne voulant pas perdre leurs privilèges, eh bien, ils prônent un conservatisme fidèle au texte, en sachant que cette notion elle est un peu élastique. Il y a quelques nuances à ce propos, mais on s'en tient à la thèse de Stahel, et un troisième groupe que sont les mandarins, et qui sont, on va dire, l'aristocratie profane, qui, de peur de perdre leurs privilèges, eh bien, ils vont s'accommoder de la nouvelle autorité et ils vont s'assimiler aux dominants. Thomas Romer, un spécialiste de l'Ancien Testament, il constate le même traumatisme chez les Hébreux à la suite de la chute de Jérusalem entre les mains de l'empereur perse Nabuchodonosor, et qui a créé également 3 types de réactions. Et on pourrait, comme je l'ai noté par le passé, faire également ou retrouver ces catégories d'individus chez les musulmans à la suite de la chute de Bagdad, mais plus proche de nous, à l'époque des colonisations, où il y a 3 grandes relations, 3 grands ensembles que sont les progressistes, les conservateurs et on va dire les derniers, les messianistes. Mais en réalité,
la chose est un peu plus complexe. Déjà, la limite entre chaque groupe, chaque catégorie est très poreuse, entre les individus, d'une partie à une autre, d'un contexte à un autre, et ainsi de suite. Mais aussi, en réalité, il est possible de recenser 4 catégories d'individus au lieu de 3. Et pour cela, on va se référer à la période juste avant l'avènement de Jésus, dans le rang des Juifs, qui se décomposait en 4 grandes catégories, que sont les pharisiens, les conservateurs, les sadducéens, dans lesquels entrent les réformistes et les progressistes, qui s'accommodent de la domination romaine et qui tendent vers l'hellénisation de la société palestinienne ou de Palestine. Et à l'inverse des pharisiens qui, eux, s'opposent à l'hellénisation de l'ancien empire de Juda ou l'ancien empire israélite ou la terre promise qui succède aux Cananéens sur la terre de Canaan. Et donc, il y a une troisième catégorie d'individus qui, bien sûr, respectent les 2 catégories précédentes et qui sont les zélotes, qu'on peut qualifier de kharijites, tant qu'ils n'ont aucun projet et qui ont une position nihiliste. C'est-à-dire qu'ils font état de leur contestation au temps présent, sans avoir un projet et sans en peser les conséquences. Et la 4e catégorie, dont qu'il ne faut pas occulter, même si éventuellement elle a moins d'importance d'un point de vue politique que les 3 autres, que sont les Esséniens, qui eux se retirent de la société. Donc on peut comparer aux soufis. Et il est intéressant, à travers cette classification, de situer notre ami Zemmour. Étant donné que ce Zemmour, en l'occurrence, il est dans le camp des sadducéens, qui se partagent entre progressistes et réformistes. Mais Zemmour, qui est un moderne, qui est un sioniste, si l'on sait que le sionisme est la sécularisation du judaïsme, eh bien, par définition, Zemmour n'est pas un religieux, il est un réformiste. Ce qui ne l'empêche pas de défendre sa communauté. Donc on pourrait parler de la sécularisation avec le nationalisme européen, le nationalisme après, à la suite de cela, le nationalisme arabe, et bien entendu le sionisme, et le nazisme aussi, qui est la sécularisation des sociétés européennes du Nord à vocation païenne et anticatholique, en opposition au nationalisme du Sud, qui a plutôt vocation catholique, actuellement, puisque le nazisme est le grand perdant de la Seconde Guerre mondiale, mais bien sûr il est diabolisé, et en réalité il est de même inspiration que les autres formes de sécularisation européenne. Et ça on pourra en parler, c'est un non-sujet. En tout cas, pour revenir à Zemmour, il est donc un réformiste et il appelle à l'assimilisation de sa communauté. Et en cela, Zemmour, sa première revendication, elle est implicite, elle s'adresse à sa communauté. En sachant que dans sa communauté, les pharisiens, ils représentent une quantité infime par rapport à la grande majorité des réformistes et des progressistes juifs. Donc c'est ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes, qui prônent, eux, un séparatisme, et je vais revenir sur ce terme séparatisme. De la même manière que Zemmour s'attaque à une minorité de musulmans, qui sont les conservateurs, donc de tous bords, que ce soit loyalistes ou anti-loyalistes,
Mais en France, ça l'arrange plus de tous les assimiler à des conservateurs anti-loyalistes, donc on prend de djihadistes, en sachant que la frontière entre elles est éventuellement poreuse. J'en ai déjà parlé aussi par le passé. Et il assimile la grande majorité des musulmans à cette minorité en vue de les diaboliser et de rallier à sa cause les Français. Et donc, en vue de la situation et de l'urgence, Youssef Indy a sorti récemment en PDF un résumé de son livre L'autre Zemmour. Il développe un point extrêmement intéressant au sujet de l'effondrement de la classe moyenne, donc qui est voulu par l'élite financière, les marchands banquiers, en vue de faire sauter les verrous de la nation et tout le système qui va autour. Et en préparation du prochain reset, eh bien, Youssef Indy constate, avec une grande intelligence, que par le passé, bien sûr il s'appuie de textes d'auteurs sur la chose, que par le passé, la classe moyenne, elle était suffisamment forte pour absorber l'émigration, ce qui facilitait leur intégration, voire leur assimilation. Et une fois la classe moyenne désagrégée, non seulement on leur met dans les pattes une classe moyenne montante d'obédience musulmane, mais en plus, elle n'a plus les moyens d'absorber l'émigration et d'assurer un équilibre propre à l'assimilation et l'intégration de ces nouveaux invités. Et le fait est que Zemmour a conscience de ce phénomène. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement louer son franc-parler, qui a un discours identitaire, qui du point de vue des Français est cohérent et logique. Mais le fait que malheureusement avec Zemmour, la chose elle est plus sournoise et pernicieuse, étant donné qu'il défend les intérêts de sa communauté, quand bien même elle était sécularisée, pour une grande partie d'entre eux, et il ne s'attaque pas aux causes, mais il s'attaque à l'un des effets de cette mort lente de l'Europe et de la France, qui est voulue par l'élite financière internationale. Non seulement Éric Zemmour ne s'attaque pas à cette élite financière, mais en plus, il pourrait au moins, au minimum, constater cet effondrement de la classe moyenne et de trouver des moyens pour y remédier, autres que les causes qu'il invoque et qui sont plus la conséquence de cet effondrement que le problème à régler. Donc en cela, son discours est sournois, quand bien même il le maquille sous les travers intellectuels et rationnels. Et donc le discours de notre ami Zemmour, Éric, qui a pour deuxième prénom, ou l'un de ses deuxièmes prénoms, outre Moïse, Léon, donc ce qui est assez anecdotique, puisque de Léon, on peut construire le nom Caméléon. Mais bon, c'est de plaisanterie. Eh bien, notre ami Zemmour, son discours, il tombe à point nommé avec les déclarations récentes officielles du président pantin marionnettiste, ou en tout cas marionnette, Macron, qui n'est bien sûr qui n'est que la vitrine et le pantin d'un pouvoir occulte, qui dans l'ombre, qui tapis dans l'ombre, émet ses directives. Donc lui, il ne fait que ressasser la volonté de ses maîtres. Et donc, en l'occurrence, le président Macron, tout servile qu'il est, il nous a pondu un nouveau terme
qui serait très intéressant à décrypter et qui n'est autre que séparatiste. Alors ce terme est intéressant à plus d'un titre, en plus du fait qu'il est nouveau. C'est-à-dire que dans le vocabulaire ambiant, ce n'est pas un terme qui est utilisé pour qualifier les musulmans. Mais il est intéressant à plus d'un titre. Parce qu'il peut renvoyer à une dimension profane avec le séparatisme, avec les volontés séparatistes qui ont lieu dans divers pays d'Europe, ou dans diverses régions d'Europe, notamment en France. Il y a le séparatisme basque, même si éventuellement il a été maîtrisé. On constate également qu'aux États-Unis, il y a des volontés de sécession de certains États. Alors bien sûr, officiellement l'État est contre ces initiatives, mais à long terme, et du point de vue de l'élite financière, eh bien, c'est une bonne chose que ces velléités de séparatisme en vue d'affaiblir davantage les nations avec ces autres, bien sûr, instruments qu'ils utilisent. On en a fait état en partie, ne serait-ce que de manière succincte. Mais aussi le terme séparatisme, il peut renvoyer au séparatisme juif par rapport ou vis-à-vis des Palestiniens, avec le mur, comme il peut renvoyer aussi à la volonté des Palestiniens, qui est conjuguée avec la volonté de certains juifs, de scinder le pays en deux États. Donc ici, ça prendra une tournure péjorative que de dire que les Palestiniens sont des séparatistes. Il renvoie aussi également aux Ouïghours, qui du point de vue des autorités chinoises sont considérés comme des séparatistes. Mais en réalité, il y a également une dimension religieuse à ce terme séparatiste. Sinon, il n'aurait pas été sorti du chapeau magique. Et il renvoie aux pharisiens. Le terme pharisien signifie hérétique, voire séparatiste. Et il est amusant de constater que dans l'un des épisodes de Star Wars, de la saga du début des années 2000, eh bien, il y a au sein de la rébellion une volonté séparatiste pour s'émanciper de la toute-puissance, on va dire commerciale et économique de l'Empire. Donc ce petit clin d'œil est intéressant. Mais la piste pharisienne, elle est encore plus intéressante. Et cela nous fait rebondir vers notre ami Zemmour, qui lui est donc un sadducéen, et qui forcément s'oppose aux pharisiens. Et là, on lui a déblayé le terrain pour assimiler les pharisiens de sa communauté aux pharisiens musulmans qui auraient des idées séparatistes, donc qui refuseraient de se soumettre à l'hellénisation de la société, et en l'occurrence ici, qui refuseraient de s'assimiler à la civilisation occidentale. On voit bien ici que l'élite dominante a plus d'un tour dans son sac. Et par rapport à cela, il est intéressant de faire un parallèle entre Youssef Indy et Zemmour. C'est que Youssef Indy est un progressiste, loyaliste, anti-système, et Zemmour est un réformiste, donc loyaliste, pro-système. Le point commun entre eux, c'est que les deux sont des assimilationnistes, donc les deux prônent l'assimilation, l'un par le bas, l'autre par le haut. Youssef Indy est un progressiste musulman assimilationniste, mais en position de dominer. Et Zemmour est un réformiste juif assimilationniste, peut-être que je me trompe dans la façon de le prononcer, et bien sûr qui a une position dominante. Et le tout vogue dans un pays en dérive.
Donc, à savoir qui a le plus d'intérêt à tenir sa position. That is the question. Il y a un point intéressant à montrer du doigt en ce qui concerne Hindi et sa réfutation à son alter ego Éric Zemmour, c'est qu'il met en avant le couple Qatar-Arabie Saoudite, qui donc, qui donc aurait pour vocation à financer le terrorisme international, d'une part, et d'autre part à promouvoir l'islam politique, et donc non assimilationniste, qu'il soit conservateur ou non conservateur, et de son point de vue progressiste, qui prône l'islam traditionnel maghrébin, forcément il a une position anti-conservateur saoudien qu'il appelle wahhabite, et qui de son point de vue est une hérésie. Et donc Youssef Indy, il souffre des mêmes travers qu'il reproche au système. Et face au système, l'un des outils des forces anti-système pour faire patte blanche, pour montrer leur objectivité, est de faire preuve ou de faire preuve de nuance dans leurs propos. Et ils le font avec brio. Et donc, ils s'inscrivent ainsi à contre-courant du système qui, lui, il s'épargne les détails et de sa vision dominante, eh bien, il a une vision, ou de sa position dominante, eh bien, il propose une vision manichéenne du monde avec les acteurs qu'il font entrer dans des cases de façon très manichéenne, même si en soi, cette catégorisation n'est pas fausse, mais c'est ce manichéisme qui sert la cause de l'élite, qui est battu en brèche par les antisystèmes. Mais le fait est que là où le bas blesse avec Youssef Indy, donc on peut retrouver ce même travers chez d'autres acteurs antisystèmes, notamment chez les nationalistes identitaires, c'est qu'ils sont eux-mêmes manichéens pour pointer du doigt un ennemi commun entre eux et le système. Et d'ailleurs, c'est une façon pour eux de gagner des points auprès du système et de rallier à leur cause un plus grand nombre. Donc ce qu'ils critiquent chez le système, on le retrouve chez eux, et là en l'occurrence, de façon quasi leitmotiv, comme un leitmotiv, Youssef Indy, il pointe du doigt cette relation de façon tellement récurrente que ça en devient douteux, cette relation entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, et il le fait de façon pratiquement systématique actuellement, ce qu'il ne faisait pas par le passé. Je le trouvais beaucoup plus lucide par le passé, et cette récurrence, eh bien, elle suscite des interrogations, et malheureusement, ces interrogations ont été alimentées par l'une de ces vidéos récentes avec Fait et Document, lorsque l'auteur de Fait et Document il fait la judicieuse remarque qu'il y a une association entre islamisme, dealer et il dit que c'est une idée qui germe dans sa tête et qu'il aimerait développer à l'avenir, dealer et service secret qui infiltre les milieux islamistes entre guillemets. Il faut définir qu'est-ce que l'islamisme. Et il a mis ce point en avant en faisant une comparaison avec les Corses, chez qui on retrouve un petit peu cette équation. Et de façon tout à fait saugrenue, après avoir rappelé que les fonds venaient du Qatar et de l'Arabie Saoudite, puisque le propos tournait autour de Chalgoumi, on a l'impression que ça a créé un malaise chez Indy. Et il dit oui, pour conclure au sujet de Chalgoumi, alors que le propos au sujet de cette relation entre islamistes, services secrets et éventuellement cartel de la drogue, ou cartel, ou en tout cas, cartel de la drogue, entre guillemets, maghrébin, eh bien, on a l'impression que ça a mis mal à l'aise
c'est peut-être qu'une impression. En tout cas, on peut le noter sans être formel. A mis mal à l'aise Youssef Indy. Et là, ça pourrait peut-être être la réponse à ce paradoxe d'être à la fois progressiste donc, et anti-système. Il y a d'autres façons d'expliquer ce paradoxe, mais il y a une façon très manichéenne, si on veut reprendre les outils du système, et qui, pour défendre leur cause, est repris aussi par les anti-systèmes. Eh bien, cette façon primaire et manichéenne d'éluder une problématique serait de dire que Youssef Indy, il roule pour les services secrets maghrébins. Ou en tout cas pour l'État maghrébin. Ce qui en soi éventuellement ne serait pas blâmable, donc libre à lui de le faire, mais ça ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Mais cela me fait rebondir sur le point suivant, qui le point suivant, lui, n'est pas une hypothèse. Donc Youssef Indy, et j'avais fait la même remarque au sujet de Haït Yahya de Nawa, Issam Haït Yahya, c'est qu'ils ont un zèle démesuré pour critiquer la monarchie saoudienne et sa géopolitique, mais de la part de ces deux intervenants, l'un étant loyaliste et l'autre anti-loyaliste, eh bien, pas un mot n'est dit, pas un mot au sujet de la monarchie marocaine. Ce qui, de point de vue d'un loyaliste, n'est pas étonnant, donc ce n'est pas condamnable. Mais le fait est que, si on replace ça dans le discours global de Youssef Indy, donc qui prône l'objectivité de l'analyse, eh bien là, le bas blesse et il y a anguille sous roche. D'autant plus que ce même Youssef Indy est très manichéen lorsqu'il fait un parallèle entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, donc il représenterait un danger pour la France, puisqu'il, à cause de cette double action, qui est la première, qui est la propagation des idées on va dire ces idées conservatrices, au sein de la société française, et tout en finançant le terrorisme avec la complaisance des autorités françaises. Mais il doit comprendre une chose, notre ami. Déjà, il dit que cela fait partie de la géopolitique saoudienne. Donc on lui renvoie la balle. Et qu'en est-il de la géopolitique marocaine, monsieur Indy, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est un philanthrope extrêmement intelligent. Mais là, nous sommes dans l'analyse. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, il est impossible que des États rentiers comme le Qatar et l'Arabie Saoudite aient de façon unilatérale décidé de faire la promotion de leur idéologie au sein des sociétés occidentales sans qu'il y ait une concertation préalable, et concertation est un euphémisme, avec les grandes puissances en présence. Donc il y a une action de concert avec les grandes puissances qui a consisté à partir de 1979 à utiliser l'islamisme politique ou l'islamisme, on va dire, armé comme arme politique. L'expérience avait été faite par Kissinger lorsqu'il était secrétaire d'État sous Nixon au Chili, donc avec une politique de déstabilisation du pays par le biais de groupes armés. Et cette idée avait été reprise au début des années 80 par John Necropod, donc qui refera là exactement la même chose en Irak puis en Syrie avec Daesh, et qui à l'époque avait consisté à monter des groupes armés qu'on appelle les Contras et qui étaient extrêmement violents, qui avaient pour vocation de répandre la terreur afin de déstabiliser les pays cibles. Et ensuite Kissinger, il a l'idée géniale de fournir à la Russie son Vietnam avec le bourbier afghan. Et à partir de là, on a commencé à encourager l'islamisme armé.
Et ces islamismes armés, ils pouvaient aussi bien être progressistes que conservateurs. Mais le fait est que la société saoudienne loyaliste, elle est conservatrice, et que en rivalité avec le panarabisme, l'Arabie saoudite, donc c'est une question de leadership dans le monde arabe, elle a répandu ce qu'on appelle le panislamisme, avec vocation conservatrice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'à partir de ces années, pratiquement on va dire les anti-loyalistes, qui à la base étaient progressistes dans les milieux traditionnels, dans les islams traditionnels maghrébins et aussi en Égypte, eh bien, ils se transformaient en conservatisme anti-loyalisme à partir de ces années-là. Donc c'est à la même période où il y a eu les événements de la Mecque, la même période où il y a eu la révolution iranienne, et ce que occulte notre ami Hindi, et ce que met en avant avec brio Thierry Meyssan, c'est que dans son discours en 2018, ici à Riyad, le président Trump, il met un coup d'arrêt à cette promotion de l'islamisme armé en tant qu'un politique. Bien sûr, sous certains aspects, on appelle ça du terrorisme. Mais ça, c'est de la rhétorique d'État. À quel moment on considère qu'un groupe est terroriste, à quel moment on considère qu'il ne l'est pas, ça c'est de la rhétorique. Mais en tout cas, Trump met un coup d'arrêt à cette promotion de l'islamisme armé. Mais Trump, il n'a pas le ralliement de tout le système. Donc ici, il y a une cassure au sein de l'État profond américain. Il y a l'État profond américain qui voudrait conserver le leadership américain. L'autre, donc il voudrait, comme un alien, voudrait se débarrasser de sa carapace lourde qui leur a servi depuis le début du XXe siècle, pour asseoir la domination des banquiers. Donc là, son rôle arrive à échéance, on s'en débarrasse et on passe à l'étape supérieure. Et Trump, il fait partie de cette élite réticente, et qui existe même au sein de l'État profond américain. Donc il y a des coulisses, dans les coulisses, des rivalités extrêmement violentes. Et donc, fragilisé au sein de l'appareil d'État américain, Trump a fait le pari de renoncer à ce qu'on appelle, entre guillemets, donc j'explique quelque chose auparavant, le terrorisme international. Et il a importé dans ses valises, dans ses rangs, un allié qui lui aussi est fragile, et qui est l'Arabie saoudite, et d'autres alliés. Il a amené dans ses valises l'Angleterre. Et en face, donc il y a une cassure, une séparation. Il y a le front pro-terrorisme, entre guillemets, parce que là, il faut employer des mots qui font peur. Pro-terrorisme, que sont la France, l'État profond américain, la Turquie, et le Qatar, et même l'Iran. Et donc, cette question n'est pas idéologique, il n'y a pas de morale en politique. Mais en tout cas, dans les faits, c'est ce qui s'est produit. Et malgré cette rupture entre et pourtant qui est grosse comme le nez au milieu du visage, cette rupture entre le Qatar et l'Arabie saoudite, et même une rupture politique, c'est-à-dire au niveau de leur agenda politique, eh bien, Youssef Indy, il continue à bassiner, où il continue de façon complètement récurrente, à appuyer sur cette alliance qataro-saoudite, et cela montre les limites de l'objectivité intellectuelle de notre ami Youssef Indy.